Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, La vie automatique. La vie automatique, c'est un livre de Christian Auster. Un livre où le héros vit une vie automatique. Il commence par un acte complètement fou, puis se laisse guidé par quoi on ne sait pas trop, par des automatismes, par des rencontres, par ce qui se passe autour de lui. Voici comment cela commence. 5 jours plus tôt, j'avais fait un peu de cuisine. J'habitais à la campagne, une maison isolée à 2 kilomètres d'un village. Je ne faisais généralement pas de cuisine, mais à la suite d'une erreur de livraison, j'avais hérité d'un cajot de légumes. Des courgettes, notamment. J'avais mis le feu très bas sur la casserole et j'étais sorti dans le jardin. Le jardin donnait directement sur les champs. Au loin, j'avais regardé des chevaux courir. En contrebas, de rares voitures passaient sur la route. Les courgettes m'étaient sorties de l'esprit. J'avais cessé aussi de m'absorber dans le paysage. Seul sur mon tertre, j'avais fermé les yeux pour voir défiler ma vie récente. Puis j'ai senti le brûler, et je suis revenu vers la maison et plus précisément dans la cuisine. J'avais laissé un torchon sur la casserole. Ou plutôt, je me suis rappelé que j'avais laissé un torchon sur la casserole parce qu'il n'y avait plus de torchon. Le feu, qui s'était communiqué au rideau, m'a fait me souvenir de ce torchon. Les flammes léchaient le bois des fenêtres. J'ai coupé le gaz, je croyais savoir que c'était une des choses à faire. J'ai quitté la cuisine, contiguë à la bibliothèque, où je me suis tenu immobile, contre un mur. J'ai écouté avec attention le bruit du feu. C'est lorsque les fumées puis les flammes sont arrivées au seuil de la bibliothèque que j'ai pensé à faire un sac. Je suis allé dans la chambre, où j'ai fourré quelques vêtements dans une valise à roulettes. Mon téléphone était sur moi, j'ai eu également le réflexe d'aller chercher mon chargeur dans la bibliothèque, dont les murs étaient en train de noircir. Des fumées s'en échappaient, qui s'élevaient en tourbillon. J'ai rejoint la chambre, attrapé la valise et un sac à dos et enjambé la fenêtre. J'ai regardé la maison. On voyait le reflet des flammes à l'intérieur. On aurait pu penser que c'était allumé, quoiqu'il fît grand jour encore. Et de toute façon, il s'agissait de lueurs mouvantes. De la fumée sortait en outre par les fenêtres ouvertes. Elle commençait à former un panache. Je suis descendu vers la route, c'était un peu délicat à cause des voitures. Je préférais qu'on ne me voie pas quitter ma maison en flammes en tirant une valise. Il s'en va donc. Il a mis le feu à sa maison et il s'en va. Alors, où va-t-il ? Il prend le train pour Paris, puisque c'est le lieu où il travaille et que ça n'est pas très loin. Et puis, il sort. Alors, il y a son travail, certes. Il est acteur dans des séries, dans des films de niveau assez peu reluisant. Et puis, ce travail, bon, il y a un tournage dans 2-3 jours. En attendant, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une chambre d'hôtel. Il change de numéro de téléphone parce qu'il ne veut pas savoir ce qu'il en est concernant cette maison qui a brûlé et qu'il laisse derrière lui, comme ça. Et puis, il rencontre des gens. Le réceptionniste de l'hôtel qui le reconnaît comme un acteur qu'il a vu dans une série. Et puis d'autres personnes, et notamment une femme connue, une certaine France Rivière, une actrice qui ne tourne plus depuis longtemps, donc assez âgée. Et puis, elle l'invite chez lui. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a une sorte de domestique chez lui, et puis son fils, qui sort d'hôpital psychiatrique.
Bref, tout un tas de personnages qui débarquent là sans qu'on sache trop pourquoi et sans qu'on comprenne vraiment ce qu'ils veulent et ce que veut le narrateur. Elle l'invite chez lui, cette France Rivière, cette actrice, et il va même s'installer chez elle. Mais pas tout de suite. Pourquoi s'installe-t-il chez elle? Ça n'est pas une histoire d'amour ou quoi que ce soit, non? Simplement, elle l'accueille chez lui. On ne saura pas pourquoi. Je ne me suis pas tout de suite installé chez France Rivière. Après avoir finalement accepté sa proposition, au moment de prendre congé, mais j'avais pris ma décision bien avant, et être convenu avec elle que je viendrais avec mon sac le soir du surlendemain, le jour de ma prestation avec Berthe Molavoine, donc ça c'est dans le cadre de son boulot d'acteur, j'étais rentré à l'hôtel avec mon projet de me racheter une écharpe, de relancer Claude Leu, mon agent, je n'avais plus de tournage au-delà de ces 2 jours, de repasser chez moi, prendre le courrier et de résilier notamment mes abonnements d'électricité, d'eau et de téléphone. Le lendemain matin, j'ai laissé un message à Claude et j'ai loué une voiture pour la journée. Je n'ai pas repensé à la maison pendant le trajet. Je n'avais en quête que la boîte aux lettres. Et c'est seulement quelques minutes avant mon arrivée que je me suis demandé ce que j'allais trouver. Semi-ruine ou ruine complète, prospective qui s'est résolue immédiatement quand je me suis garé devant. Seuls les murs de ce qui restait de la chambre n'étaient pas entièrement noircis. Donc il retourne à sa maison, mais parce qu'il va récupérer du courrier, et puis il va donc s'installer chez cette France Rivière, Villa Montsouris, où il y a un certain Cyrus, on ne sait pas trop là non plus qui c'est, qui vit avec cette France Rivière, une sorte de serviteur, mais avec qui elle s'engueule, et puis il y a son fils qui sort d'hôpital psychiatrique, qui s'appelle Charles. Et ce Charles, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, si c'est quelqu'un de dangereux, il n'a pas l'air si affecté que ça, et d'autant plus qu'il en sort de cet hôpital psychiatrique, donc ça signifie peut-être qu'il est guéri, alors que fait-il? Notre narrateur va passer une journée à le suivre. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il le suit, au fond, jusqu'à l'autre bout du monde. Et encore une fois, sans qu'on sache exactement pourquoi. Il se retrouve au Japon. Et puis, il revient. Et puis, il se fait engager dans une pièce de théâtre avec la fameuse France Rivière qui joue aussi. Et puis, on a donc tout un récit qui nous plonge dans une étrangeté de la vie, de cette vie automatique, de cette vie qui se passe, qui est une vie ouverte. Au fond, on laisse le passé derrière soi, on brûle la maison, et puis on regarde ce qui arrive. Et il arrive quelque chose, forcément. Et ce qui arrive est extraordinaire. Et c'est ce qui m'a plu dans ce livre, c'est cette ouverture, c'est cette étrangeté, c'est se retrouver tout d'un coup dans un hôtel au Japon. Je suis resté dans un des salons de l'hôtel, une sorte de salon de lecture au 15e étage. J'ai lu un journal. Assis, je voyais toujours tout. De ce côté-ci, la vue était à peine différente. J'ai repéré une route en surplomb, dont la trajectoire se perdait entre les tours. Un court segment de circulation posé comme ça en l'air, coupé net par les façades. Partout, des agglomérats vitrés, puis des hérissements, des étirements, des feuilletés, des sertissages, des extensions horizontales, des creux aussi, et même des arbres. Dans les rues, des points noirs qui s'assemblent, s'effilent, se fragmentent. Des cars, des voitures, le bruit qu'on en déduit, la brume. L'idée m'a effleuré que Charles allait me faire faux bond. Au moment où je rejoignais la réception, j'ai reçu un message de France. Mais où êtes-vous donc passé? Cyrus et moi nous inquiétons.
Mais Cyrus m'inquiète aussi, il a acheté des rideaux, une sorte de lin bleu canard, et il fait des ourlets avec cette machine à coudre. Je ne sais pas où il compte accrocher ces rideaux. Où qu'il les accroche, ils seront affreux, vous n'imaginez pas comme Cyrus est opiniâtre. Naturellement, je ne souhaite pas le contrarier, mais ces rideaux m'angoissent, quand rentrez-vous ? Ils se connaissent depuis quelques jours seulement. Et ces rideaux, là aussi, sont une étrangeté, d'autant plus que cela provoquera au retour du narrateur une scène assez terrible autour de ces rideaux. Encore une fois, une inquiétante étrangeté, pour reprendre un concept tiré de la psychanalyse, je crois. Eh bien, c'est ça, c'est étrange, c'est inquiétant, mais notre narrateur ne s'inquiète pas vraiment. Il est un peu détaché de tout cela. Il a un côté peut-être étranger, au sens de l'étranger de Camus, ou proche dans ce détachement par rapport à la vie des narrateurs de certains romans, publiés au départ aussi chez Minuit. Auster a été publié chez Minuit, puis ici aux éditions de l'Olivier, par un Jean-Philippe Toussaint par exemple, La salle de bain, j'ai pensé à ça, ou les scènes à Tokyo dans des romans de Toussaint, on en trouve aussi. Et donc, une écriture qui nous surprend, parce que ce qui devrait surprendre le narrateur ne le surprend pas. Et nous, nous lisons ça avec au moins l'intérêt de ne pas savoir ce qui viendra à la page suivante, parce que forcément, dans une vie automatique où on se laisse guider par ce qui se passe autour, peut-être bien que ce qui se passe, c'est justement la surprise. Et que la surprise, évidemment, c'est ce qui fait l'intérêt d'une vie. Donc une vie automatique, finalement, n'est pas une vie moins bonne, moins intéressante qu'une vie où l'on fait ce que l'on a prévu de faire. Bref, un livre un peu perturbant et, au fond, extrêmement intéressant que cette vie automatique de Christian Auster.